Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Papier Crayon, spécial Semaine du cerveau. Après avoir découvert dans le dernier épisode les travaux d'Emma Chabani sur le rêve lucide, nous restons dans la thématique de la vie mentale, mais cette fois éveillée. Effectivement, à mon micro, c'est Alice Guédon qui va aujourd'hui nous parler de ce que l'on nomme le mind wandering, ou vagabondage de l'esprit en français. Je m'appelle Alice Guédon, je suis psychiatre et j'ai commencé un doctorat l'année dernière, je suis en 2e année. Donc c'est une thèse de neurosciences que je fais à l'ICM, dirigée par le professeur Fossati qui est psychiatre et chef de service du service de psychiatrie à la Pitié. Et du coup, cette thèse, elle porte sur quoi ? Donc moi je fais une thèse qui est dans le prolongement de mon Master 2 où je m'intéresse au mind wandering et à la rumination et en particulier dans le cas du risque de dépression qui est une maladie très fréquente et à risque de récidive. Donc on s'intéresse à ce risque de récidive. Et du coup, le mind wandering, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, par exemple, si je suis en train de travailler et puis d'un seul coup je commence à penser est-ce que je peux aller voir au cinéma le soir ? Ça, c'est du mind wandering ? Exactement, le mind wandering, c'est vraiment le fait de penser à autre chose que ce qu'on est en train de faire. Donc d'avoir une pensée qui n'est pas liée à la tâche qu'on est en train d'accomplir. Alors, il y a des tâches pour lesquelles ça va être extrêmement logique et fréquent de faire du mind wandering, quand c'est ennuyeux, quand c'est répétitif, ou quand on fait un trajet, par exemple, qu'on marche, qu'on fait un trajet qu'on fait tous les jours. On n'est pas toujours en train de se demander quel pied on va mettre devant l'autre et à quelle rue on va tourner à gauche ou à droite. Donc on va planifier le futur, on va penser à ses souvenirs, on va refaire des conversations. Après, chacun a sa façon de faire du mind wandering, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui serait en moyenne, occuperait 50% de notre temps d'éveil. Alors, c'est une moyenne, il y a des gens qui font beaucoup plus et d'autres qui font beaucoup moins, donc c'est très très variable entre les gens, mais la moyenne c'est environ, ce serait en tout cas d'après la grande majorité des études, c'est environ 50%. Et du coup, quand on n'est pas concentré sur une tâche, on fait toujours du mind wandering ou ça arrive qu'on pense juste à rien ? Alors ça c'est une très bonne question, c'est pas forcément évident d'y répondre parce que alors il est évident qu'il y a des moments où on a en tout cas l'impression de penser à rien, on appelle ça des blank ou des zone out, enfin ça dépend des études, mais en tout cas on peut appeler ça on peut dire que c'est des moments où l'esprit est vide, on a l'impression qu'on était ailleurs, mais on ne sait pas où on était. Après, est-ce qu'on ne pensait vraiment à rien ou est-ce qu'on n'était juste pas conscient de ce à quoi on pensait ? Difficile de répondre à cette question. Pour l'instant, on n'a pas encore de machine qui permet de savoir à quoi on est en train de penser sans le dire nous-mêmes, quoi. Tout ce qu'on étudie est rapporté par le sujet, donc est entièrement dépendant de ce que le sujet va être conscient ou pas de penser. Donc je ne peux pas vous répondre plus précisément que ça. Et du coup, si ça occupe 50% de notre temps, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Peut-être que même évolutivement, ça a été sélectionné, le mind wandering. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert ? Alors, il y a des études qui s'intéressent aux effets positifs et négatifs du mind wandering, en effet. Donc, on sait qu'il y a des effets délétères, puisqu'en effet, c'est des moments où on n'est pas concentré, où on peut avoir plus d'accidents en voiture, où on peut faire des erreurs sur ce qu'on est en train de faire. Mais il y a aussi des études qui ont prouvé que quand on faisait du mind wandering, donc quand notre esprit vagabondait, c'était propice à la créativité, à l'imagination. Et c'est aussi beaucoup des moments où on fait de la planification, aussi bien à court terme qu'à long terme. Donc c'est très important. C'est aussi des moments où, en plus de cette planification vers le futur, il y a aussi la mémoire vers le passé. Donc c'est tous nos souvenirs personnels. Donc c'est ce qui nous constitue. Donc ça nous permet d'avoir alors ça c'est un mot un peu jargonnant, mais c'est une conscience autonoétique. Donc c'est vraiment la conscience du soi. Et ces moments-là, ils sont très importants pour savoir qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce qui a constitué notre propre vie et qu'est-ce qui va constituer notre futur, notre personnalité, nos interactions. Enfin, donc très probablement, en effet, c'est très utile. Après, ça peut avoir des effets moins, qui vont nous empêcher de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a un peu des deux. Et quels peuvent être ces effets délétères ? Alors, comme je le disais, ça peut être d'une part dans l'immédiateté de ce qu'on est en train de faire, de nous faire rater des trucs, de faire des erreurs. Par exemple, il y a eu pour le coup des études sur la conduite automobile et le risque d'accident majoré quand les gens font plus de mind wandering. Après, moi, ce à quoi je m'intéresse dans la thèse, c'est le caractère ruminatif du mind wandering, c'est-à-dire quand un mind wandering devient, au lieu d'être spontané et d'aller
d'un sujet à un autre un peu librement, le mind-wandering devient de plus en plus cyclique, toujours sur la même chose, plus envahissant, plus centré sur soi, plus négatif. Et ça devient ce qu'on appelle, nous, en psychiatrie, la rumination. Donc le fait d'avoir des pensées négatives centrées sur soi, plutôt sur le passé et un peu envahissantes. Et ça, c'est un symptôme, la rumination, c'est un symptôme très connu en psychiatrie, et en particulier qui a un fort impact sur le risque dépressif et sur la sévérité des épisodes dépressifs. Donc, dans ce côté altéré, le mind-wandering devient quelque chose de vraiment négatif. Mais le mind-wandering en soi, je pense, c'est plutôt sur les problèmes attentionnels qui va poser problème. Après, la rumination, c'est un mind-wandering altéré. Et est-ce qu'on peut s'empêcher de faire du mind-wandering, ou est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles on va être où on va plus avoir tendance à faire du mind-wandering? Je pense par exemple au manque de sommeil. Quand on est fatigué, est-ce qu'on fait plus de mind-wandering par exemple? Oui, alors il y a la variabilité interindividuelle, comme je disais tout à l'heure, entre les gens. Après, il y a la variabilité intrinsèque en fonction de ce qu'on a dormi, des médicaments qu'on prend, de l'alcool qu'on peut avoir bu, des substances qu'on peut consommer. Et il y a un autre sujet qui est très intéressant autour du mind-wandering, c'est la méditation de pleine conscience, qui est quand même exactement centrée sur ça, centrée sur le fait de contrôler le mind-wandering, en tout cas de savoir en prendre conscience, de savoir revenir à l'instant présent, aux sensations présentes, et non pas de se laisser trop emporter par les pensées et ne pas s'y enfoncer. Et donc, c'est vraiment la lutte contre la rumination, la méditation de pleine conscience. Et c'est vraiment une façon d'apprendre en tout cas à gérer, en anglais on dirait à cope, mais je pense que on peut dire gérer ce flux de pensée qui nous vient à tous plus ou moins, mais qui peut être envahissant, ou au contraire qui peut juste être présent et on le laisse passer sans s'en laisser envahir, quoi. Et sur le versant positif, qu'est-ce que ça peut amener de faire du mind-wandering? Est-ce que par exemple les personnes qui sont plus créatives font plus de mind-wandering, ou peut-être même que c'est l'inverse, peut-être que les personnes qui font plus de mind-wandering sont plus créatives? Est-ce qu'on trouve des liens comme ça avec certains traits? Oui, alors il y a des études qui ont montré que la créativité et le mind-wandering étaient liés. Après, je n'ai plus en tête exactement si c'est des personnes, je ne sais pas si on peut tout de suite considérer que c'est un trait ou si c'est juste un état, c'est-à-dire est-ce que c'est des moments où on a étudié des gens et que là, ils étaient en train de faire des mind-wandering et on a remarqué que juste après, ils arrivaient à répondre à faire preuve de plus de créativité, ou est-ce que c'est des personnes qui, dans leur personnalité, sont plus créatives et qu'on remarque qu'elles font plus de mind-wandering? Je pense que c'est plutôt la première réponse qui a été étudiée, c'est-à-dire qu'on a comparé des gens qui en faisaient à un instant T, on leur a fait faire répondre à des questions qui demandent une certaine créativité, et on a remarqué que ceux qui avaient plus de mind-wandering avaient plus de créativité. Et du coup, est-ce qu'il y a une évolution au fil de l'âge du mind-wandering, ou est-ce qu'il y a une évolution de la valence peut-être du mind-wandering? Parce que de manière très intuitive et sans connaître le sujet, on pourrait se dire les enfants, ils sont tout le temps dans leurs pensées et ils vont penser à des choses peut-être plus positives, alors que les adultes, quand ils commencent à faire du mind-wandering, c'est qu'ils commencent à réfléchir à faut que je fasse les courses, faut que je planifie ça, j'ai oublié de faire ça à mon travail. Donc est-ce qu'il y a une évolution en termes de quantité et en termes de valence? Alors, en termes de quantité, oui. En tout cas, c'est ce que montrent les études dont j'ai connaissance. On dit qu'en effet, il y a plus de mind-wandering quand on est plus jeune, et qu'il y en a de moins en moins quand l'âge avance. Après, sur la valence et le contenu du mind-wandering, probablement oui, mais je ne peux pas vous répondre d'une façon scientifique. Sur une étude qui a montré que peut-être qu'il y a des gens qui ont montré ça. C'est très probable que les enfants n'aient pas du tout le même genre de mind-wandering que les adultes, et aussi que les adolescents, et que les périodes d'âge jeune adulte, de construction de la personnalité et tout ça, soient aussi des moments où on n'a pas les mêmes préoccupations que quand on est adulte et que quand on est âgé, quoi. Et du coup, dernière question, si tu avais une œuvre à conseiller en rapport avec le mind-wandering, mais c'est très large, ça peut être un livre, un tableau, une musique, laquelle ce serait? Je pense que la recherche du temps perdu de Proust, c'est vraiment un voyage mental dans le temps, et que
ces mémoires évoquées comme ça, me font penser, en tout cas c'est ce à quoi je fais référence quand je pense à la mémoire spontanée, la mémoire autobiographique spontanée. Et sinon, y a un tableau auquel je pense quand on me pose cette question. Je n'ai pas d'explication, mais c'est un homme qui est debout en haut d'une montagne et qui regarde une mer de nuages et qui est vu de dos. Et cette mer de nuages me fait un peu penser au vagabondage de l'esprit et au fait d'être un peu perdu dans ses pensées. Et donc ce tableau s'appelle « Le voyageur contemplant une mer de nuages » et il est peint par Caspar David Friedrich. Voilà, c'est un tableau du 19e.